Bonjour à tous les gens qui se connectent. On laisse arriver tout le monde. Merci de vous être connectés ce matin. Je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent, donc on va attendre 1 ou 2 minutes et puis on commencera. Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous être connectés pour discuter adaptation ce matin avec nous. On va vous présenter ce matin les résultats, les conclusions d'un projet qui a duré 3 ans, le projet FinAdapter. C'est un projet qui a été réalisé par I4CE et Rambol avec le soutien de l'ADEME et qui avait comme pour objectif d'analyser quel pourrait être le rôle des institutions financières publiques pour accélérer l'adaptation au changement climatique des territoires français. C'est un projet qui a eu 3 phases. Une première phase qui a permis d'explorer aussi largement que possible les chantiers de l'adaptation au changement climatique en France. Une seconde phase qui a analysé les freins à l'accélération de l'adaptation en France, et puis une troisième phase qui a finalement analysé quel pourrait être le rôle des institutions financières publiques pour lever une partie de ces freins et accélérer l'adaptation au changement climatique des territoires français. Vivian, je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît. C'est un travail qui a été réalisé par I4CE. I4CE, Institut de l'économie pour le climat, est un think tank qui a été cofondé par la Caisse des dépôts et consignations et l'AFD, et dont la mission est de travailler sur les enjeux économiques et financiers liés au climat, à la fois du côté atténuation du changement climatique et adaptation au changement climatique. Et le travail a également été réalisé par Rambol, qui est une société internationale d'ingénierie et de conseil et qui propose notamment en France des services dans le domaine de l'environnement et du climat, et notamment sur les questions d'adaptation au changement climatique.
J'en profite pour excuser Sandrine Denain de Rambol, qui ne pourra pas être avec nous ce matin pour des raisons indépendantes de sa volonté, mais du coup, nous allons quand même présenter les éléments qu'elle devait présenter ce matin. Et je laisse la parole à Aude Bodiguel de l'ADEME pour introduire ce webinaire. Merci Morgane, bonjour à tous. Donc ce projet a été soutenu par l'ADEME à l'issue d'un appel à projet de recherche qui portait sur la finance climat et dont la première qualité était de s'attaquer à ce sujet de l'adaptation au changement climatique sur 99% des réponses qui devaient être liées à l'atténuation. On n'en avait que très très peu qui nous parlaient d'adaptation. Et avec une question très intéressante sur finalement l'inadéquation entre des besoins remontant des collectivités, voire des entreprises, des besoins s'exprimant de façon de plus en plus cruciale, et puis très probablement une offre de financement. Je n'ai pas trop de doute que les services bancaires et financiers aimeraient financer de l'adaptation, mais ne sachant pas trop comment se calibrer et s'exprimer pour répondre à ces besoins. Donc, c'était une approche qui est intéressante, qui permettait de sortir un peu de débats trop théoriques pour identifier vraiment dans toute leur matérialité les barrières effectivement rencontrées, et notamment avec tout un tas d'entretiens qui ont été menés. D'ailleurs, un grand bravo à l'équipe, parce qu'en ces temps de pandémie, évidemment, cette idée de pouvoir impulser un petit peu une dynamique sur ce sujet a été un peu contrecarrée par le fait que les réunions en présentiel ont été réduites au strict minimum. Comme je le disais, en fait, la littérature sur finalement la définition, le financement, la mesure de l'adaptation s'est considérablement développée ces dernières années, mais sans jamais déboucher finalement sur une mobilisation des acteurs financiers pour aider concrètement au passage à l'action. Et ce projet, c'était l'opportunité de sortir un petit peu de préconisations du monde de la recherche qui ne cesse de souligner la complexité de cette thématique adaptation et des difficultés de privilégier des approches qui doivent être contextualisées et donc développées au cas par cas, et puis celui de l'action qui nécessite quand même des réponses un peu plus systémiques et déployables à de larges échelles. Donc, merci à I4CE et à Rambol d'avoir réussi, je pense, de façon assez percutante, à bien mettre en valeur les leviers potentiels du secteur public, financier public, dans le démarrage d'une action d'adaptation. Un des reproches qui avait été fait lors des évaluations, c'est pourquoi s'arrêter au secteur public. Je pense que la réponse à l'époque avait été on ne peut pas tout faire et on ne peut surtout pas contacter l'ensemble des intervenants. Mais il y a déjà des très très beaux résultats que je vous invite à découvrir avec la suite des interventions. Merci beaucoup, Aude. Du coup, je vais prendre la suite pour vous présenter une petite sélection de ce qu'on a pu voir dans le cadre de ce projet. Donc, des supports que j'ai préparés avec Sandrine, qui, comme le disait Morgane, ne peut pas être là, mais on va tout présenter ensemble. Où finalement, la première étape pour répondre à la question qui était posée dans le projet, et notamment répondre à quel peut être le rôle d'un type d'acteur en particulier, mais éventuellement d'autres ensuite, pour systématiser, standardiser la prise en charge de l'adaptation, ça a été de bien comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France, vraiment dans la prise en compte opérationnelle de ce sujet et pas théorique, de comprendre de quoi il y a besoin, de quel type de moyens, de qualifier les ressources qui sont nécessaires à mobiliser si on veut embarquer de manière systématique cette question de l'adaptation au changement climatique dans
ce qui est fait et ce qui est financé, notamment à l'échelon territorial. Et donc, ça a été toutes les premières phases du projet de détailler tout ça, ce sur quoi je vais revenir maintenant. Alors, pour rappel, hein, même si j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, c'est assez clair, on parle bien de la partie adaptation au changement climatique ici, c'est-à-dire la partie qui consiste à anticiper les effets négatifs des changements climatiques, à prendre les mesures appropriées pour prévenir ou minimiser les dommages que ces effets pourraient causer. Alors, ces effets, on les connaît, hein, la hausse des températures, du niveau de la mer, une variabilité climatique plus forte, et toutes les conséquences que ça a en termes de vagues de chaleur, d'inondations, d'incendies, d'érosion, de submersion, qui impactent nos modes de vivre et nos économies. Donc, l'adaptation, c'est vraiment voilà, gérer les changements qu'on n'aura pas su éviter, tout en continuant par ailleurs à essayer d'éviter ce qu'on ne pourra pas gérer, parce qu'il y a quand même des limites à ce à quoi on peut s'adapter. Alors, on est vraiment dans un moment où ces changements sont déjà là, en partie visibles. Vous avez un visuel qui l'illustre, qu'on a emprunté à Valérie Masson-Delmotte. Et puis, on sait qu'ils vont se renforcer. Il y a des tendances. Et donc, finalement, on n'en est plus à considérer l'adaptation comme quelque chose de très théorique, mais comme quelque chose, un défi qui se pose aujourd'hui à tout un tas d'acteurs. Et c'est ce qu'on a voulu aller voir. Alors, quand on parle de contribuer à l'adaptation, dans toute la suite de ce que je vais présenter, on parle en fait de deux choses. On parle d'un certain nombre d'actions, de projets, de politiques publiques dont il n'y aurait pas eu besoin sans changement climatique. Et donc, on met en œuvre parce qu'il y a le changement climatique et avec comme premier objectif de s'y adapter. C'est par exemple le fait de dire qu'on va déplacer certaines activités pour qu'elles ne soient pas exposées à un risque qui n'existait pas ou qui était beaucoup plus faible sans changement climatique. Mais c'est aussi, je dirais même c'est surtout, tout un tas de choses, de politiques publiques, de projets, d'actions qu'on aurait menées de toute façon pour plein d'autres raisons et dans lesquelles il est maintenant nécessaire de tenir compte de ce nouveau contexte qui est un contexte de climat qui change, de risques climatiques accrus. Et donc, plus tôt on en tiendra compte, mieux on pourra avoir ces services qui sont efficaces, ces infrastructures, ces bâtiments, ces aménagements, ces projets de développement économique, puisque c'est de ça dont il s'agit, qui soient adaptés à tout le climat qu'ils vont être amenés à connaître au cours de leur vie. Répondre en termes d'adaptation, trouver des solutions d'adaptation, c'est toute une gamme de choses possibles qui vont, pour poser un peu tout le spectre, depuis le fait de se préparer à gérer la matérialisation de ces risques, à gérer d'éventuelles crises, d'éventuels épisodes de stress, à mieux rebondir au lendemain. Donc, c'est toute la partie résilience aux impacts du changement climatique dont on entend beaucoup parler. Mais c'est également la partie peut-être un peu moins visible de tout ce qu'on va faire par anticipation pour ne pas voir ces impacts se matérialiser, pour ne pas voir les dommages en réduisant la vulnérabilité, en réduisant l'exposition, etc. Alors, présenté comme ça peut paraître un petit peu abstrait, ça peut paraître comme un sujet chapeau qui viendrait coiffer tout le reste. Ce qu'on a voulu faire dans le cadre de ce projet, c'est de voir comment ces questions venaient s'articuler à des domaines d'action qui sont préexistants, qui mobilisent des communautés d'acteurs, sur lesquels il y a des politiques publiques et qui devraient embarquer cette question de l'adaptation au changement climatique, probablement de manière assez différente en fonction du contexte, du degré de maturité, du degré d'urgence, etc. Et donc, dans le projet, on a balayé ce qu'on a appelé un certain nombre de grands chantiers de l'adaptation, là, qui concernent des politiques d'aménagement de la ville, par exemple, pour faire face aux canicules, de nouveaux logements, faire face à la question de l'inondation, du littoral, comment on habite le littoral avec le changement climatique. Tout ça, c'est des domaines dans lesquels des politiques publiques existent déjà et viennent être bousculées ou en tout cas interrogées par le changement climatique. C'est aussi vrai d'un certain nombre de politiques d'équipement, par exemple les mobilités ou les enjeux d'infrastructure, de politiques environnementales comme la politique de l'eau ou encore de politiques économiques. On peut penser au tourisme ou à la forêt, par exemple. On a balayé de manière transversale ces sujets. On a conduit d'assez nombreux entretiens pour comprendre comment la question se posait, où ça bloquait, de quoi il y avait besoin. Puis on a fait des zooms sur un certain nombre de cas d'études assez précis qu'on a patiemment choisis pour essayer de trouver des situations dans lesquelles
on n'en était pas juste au constat ou aux déclarations de bonnes intentions de dire « Ah oui, il faut tenir compte du changement climatique », mais pour lesquels les acteurs en présence essayent vraiment de traiter la question, de l'intégrer à leur manière de faire, de changer leur manière de faire. Ils arrivent à faire un certain nombre de choses, mais ils se confrontent aussi à ce qui nous semble être assez représentatif des défis qu'il s'agit de lever. Alors, ces défis sont de différentes natures. Ça demande des questions de mobilisation, de volonté politique, de gouvernance, d'organisation, mais ça demande aussi, et c'est souvent très lié, de mobiliser des ressources. Et donc, on a voulu comprendre de quel type de ressources il y avait besoin pour avancer un pas de plus pour ces acteurs qui sont un petit peu en avant-garde de l'adaptation. Et donc, c'est les 5 cas d'études dont je vais me servir pour illustrer quelques-uns des résultats auxquels on est arrivé. On voit qu'on a un cas d'étude qui concerne un projet d'aménagement sur la métropole nantaise, une politique intercommunale d'adaptation dans le plan climat d'une collectivité, politique littorale, d'aménagement du littoral, question politique de l'eau dans le bassin de la Dordogne, et puis des enjeux de développement économique et de transition économique d'un territoire de moyenne montagne dans les Vosges. Ces défis qu'on a observés, qu'on a documentés, qu'on a essayé de comprendre et de décrire, on les a un petit peu typologisés en 3 types. Et c'est peut-être là un des messages principaux de la présentation de ce matin et de ce projet, c'est que quand on parle de soutenir l'adaptation, quand on va demander ensuite quel est le rôle des différents acteurs, il ne faut surtout pas aller trop vite vers un petit peu quel est le catalogue des solutions d'adaptation qu'il faudrait financer, quels sont les besoins in fine d'investissement pour mettre en œuvre de l'adaptation. Il y a beaucoup de choses au point où on en est aujourd'hui qui se situent en amont de tout ça, qui peuvent paraître un peu plus molles, un peu moins, des contours un peu moins définis et qui pourtant sont des conditions absolument indispensables à la mise en œuvre de l'adaptation. Ces choses-là, on les a réparties, comme vous le voyez sur le support, un certain nombre de conditions de ce qu'on a appelé un environnement propice à poser la question de l'adaptation et à la traiter. Ça prend du temps, ça demande de faire les choses différemment d'habitude, ça demande de mobiliser certaines connaissances, ça demande un travail d'animation, de coordination, parfois de médiation de conflits. Ce n'est pas toujours consensuel, l'adaptation. On peut le voir par exemple sur les questions de politique de l'eau. Et donc, c'est des éléments très importants. Ça demande ensuite, quand on intègre l'adaptation dans les projets, au moment où on le fait, une certaine ingénierie, des nouvelles compétences à mobiliser. Donc ça aussi, ça demande des moyens. Et puis, in fine, on arrive à des questions de mise en œuvre. Et donc là, on peut avoir certains coûts spécifiques qu'il s'agit de pouvoir prendre en compte et intégrer dans les modèles économiques. Alors, je vais illustrer ça tout de suite avec quelques éléments issus de nos études de cas. D'abord, sur cette question des coûts d'environnement. C'est un élément, on se rend compte, qui est souvent assez mal objectivé, qui est difficile à estimer, qui est souvent sous-estimé par les acteurs. Et pourtant, dans chacun des cas qu'on a étudiés, qui sont, comme je le disais, des cas dans lesquels la question est vraiment posée, on se rend compte que pour en arriver là, pour en arriver à identifier la question, à la faire exister dans le débat, à la mettre à l'agenda, il y avait tout le temps eu un travail très important en amont de défrichage du sujet, de réunion des acteurs, souvent en lien avec de la recherche, avec de l'expérimentation pour poser ce sujet qui est nouveau et inhabituel. Un exemple, c'est le cas du bassin de la Dordogne, où vous avez peut-être entendu parler d'un certain nombre d'études qui ont eu cours ces dernières années pour essayer d'études prospectives, pour essayer de comprendre quelle allait être l'évolution de la disponibilité de la ressource en eau et des usages de l'eau. Il y a notamment eu la grande étude Garonne 2050 qui avait fait pas mal de bruit. Et là, les acteurs du bassin de la Dordogne ont voulu décliner ce genre d'études pour avoir de la connaissance, mais aussi pour mobiliser les parties prenantes du bassin et les inviter à réfléchir et à petit tenir compte de cette question. Et ce travail-là, il ne suffit pas de dire qu'ils veulent le faire, ça a pris du temps, ça a demandé l'organisation d'un certain nombre d'ateliers, de mise en dialogue de beaucoup de gens. Et c'est ces éléments de coût d'environnement qui finalement, ça ne suffit pas du tout. Ça ne permet pas d'avoir des actions d'adaptation claires et abouties, mais c'est une étape incontournable et ça n'a pas encore lieu partout. Et ça nous paraissait le genre de choses qu'on a vu dans à peu près toutes les études de cas. On pourrait parler du littoral où il y a eu aussi beaucoup d'études amont. On pourrait parler d'à peu près tous les cas comme ça. Ensuite, une fois que le sujet est identifié, qu'il est posé et qu'on veut l'intégrer dans les projets, il y a cette dimension d'ingénierie qui est absolument essentielle sur l'adaptation.
on a pris l'habitude de répéter à pas mal des gens à qui on parle que l'adaptation, c'est souvent d'abord de l'intelligence mise dans les projets. Ça paraît évident, mais en même temps, on a tendance tous à conduire des projets de manière assez systématique, avec des routines, en essayant d'optimiser, de standardiser des choses, alors que l'adaptation, très souvent, elle invite à prendre en compte les contextes locaux, à mobiliser des nouvelles manières de faire, à interroger les manières de faire, et tout ça, ça demande des compétences et du temps. Je l'illustre avec le cas de projet d'aménagement dans la métropole nantaise de Pirmil-les-Îles, qui est un projet dont l'idée existe depuis assez longtemps, une zone que la collectivité avait identifiée comme étant une zone propice au développement de nouveaux logements. Et à un moment, pour que cette zone reste constructible, reste une option pour aménager, il a fallu poser la question de l'adaptation, tout simplement parce qu'il y avait une révision du plan de prévention des risques d'inondation qui identifiait cette zone comme partiellement inondable. Donc, il y a eu un travail qui a dû être conduit entre l'aménageur, la collectivité et les services de l'État pour définir comment on pouvait vouloir construire avec le risque d'inondation, et non pas dire il y a un risque donc on ne construit pas, en intégrant le fait que ce risque il évoluait dans un contexte de changement climatique et notamment de montée du niveau de la mer qui impacte le bassin aval de la Loire, et comment on trouvait des modes constructifs, on définissait des conditions qui rendaient la construction possible tout en étant dans des conditions de sécurité. Et donc pour ça, il a fallu faire des modélisations hydrologiques, il a fallu faire plusieurs itérations, il a fallu comprendre comment des aménagements impacteraient l'ensemble du territoire. Et donc tout ça, ça a pris du temps, ça a demandé des moyens. Et ce qui a été fait en amont pour le risque inondation, ça a été fait par la suite du projet pour intégrer d'autres évolutions du climat. Par exemple, les étés plus chauds. Finalement, comment on générait une commande publique pour des bâtiments, pour des aménagements qui intègrent cette dimension-là, et comment on le faisait en étant en capacité d'être sûr que les acteurs de toute la filière du bâtiment allaient avoir des moyens de répondre. Et donc là, on a un autre type d'ingénierie, qui est moins une ingénierie technique de modélisation et ce genre de choses, mais plutôt une ingénierie de concertation, une ingénierie d'expérimentation pour essayer finalement de trouver des solutions qui soient à la portée des acteurs qui allaient réaliser les aménagements pour que l'adaptation elle soit réaliste. Et donc toutes ces phases-là, elles allongent les projets, elles demandent du temps, mais elles sont essentielles à couvrir pour pouvoir s'adapter. Autre coût dans ces phases amont d'ingénierie et autres, les coûts de la transversalité. Vous avez probablement, comme beaucoup entendu sur ce type de projet, comme sur beaucoup d'enjeux environnementaux, qu'il faut sortir des silos, il faut travailler de manière plus transversale, il faut tenir compte des contextes locaux. C'est extrêmement vrai pour l'adaptation, mais ça aussi, ça ne se fait pas de manière totalement transparente. Ça aussi, ça demande de mobiliser des moyens et des ressources pour y parvenir. On le voit très bien dans le cas de la politique climat de la métropole européenne de Lille, dont les principales actions en fait, concernent d'autres politiques publiques de la collectivité, la politique d'aménagement, la politique d'entretien et de rénovation des voiries et des espaces publics, la politique des espaces verts, la politique de l'eau. Et finalement, on vient un petit peu bousculer les gens qui conduisent ces politiques en leur disant il y a un nouveau facteur à prendre en compte, on peut vous accompagner pour faire ça. Et on va vous accompagner pour faire ça. Mais cet accompagnement, d'autres services de la collectivité, ce travail en transversalité, il prend du temps, il demande des moyens. Et aujourd'hui, en l'état, c'est vraiment un des goulets d'étranglement parce que finalement, on arrive à avoir des projets sur appel à projet, sur réponse à concours, qui vont être un petit peu des projets exemplaires, qui vont réussir à le faire. Mais dans le gros des projets des collectivités, ça reste quelque chose qu'on a du mal à standardiser parce que ça a ces coûts-là. Coût d'environnement, donc, coût de projet. Et puis, une fois qu'on a bien identifié des pistes d'action, il y a aussi des coûts qui peuvent être des coûts de mise en œuvre. Alors, ce n'est pas systématique. Des fois, il suffit d'avoir les bonnes idées, de le prendre en compte suffisamment en amont pour que l'adaptation soit presque transparente à mettre en œuvre. Et parfois, ce n'est pas le cas. Et parfois, il y a des coûts. Alors, ça peut être des coûts de mise en œuvre qui sont juste des actions additionnelles, des choses où pour pouvoir conduire le projet, pour pouvoir mettre en place la politique publique, on va faire quelque chose qu'on n'aurait pas fait. Par exemple, mettre en place un système d'alerte précoce et le faire vivre. Et donc ça, c'est un coût à prévoir et à financer. Mais ça peut être aussi des surcoûts dans l'investissement initial. Par exemple, vous construisez une infrastructure, un ouvrage d'art, un pont par exemple,
vous voulez qu'ils prennent en compte le risque de crue plus intense, donc vous allez devoir surdimensionner des systèmes de drainage, et donc ça peut avoir un léger surcoût. Vous aménagez une place publique, vous voulez que les matériaux se comportent mieux vis-à-vis de la chaleur. C'est d'autres types de matériaux, c'est d'autres types d'aménagement, et ça aussi, ça peut générer un surcoût sur votre projet d'aménagement. Il n'y a pas forcément que des coûts qui vont être au tout début de la vie du projet. On parle beaucoup de la végétalisation comme une des actions d'adaptation à privilégier. La végétalisation, c'est un investissement, il faut planter les arbres, mais ça n'a aucun impact si on ne fait pas encore en sorte que ces arbres vivent, soient entretenus pendant toute la durée de vie des aménagements, et donc pendant plusieurs décennies. Et donc, ces coûts de gestion, il faut aussi en tenir compte. Puis, on peut également avoir des coûts de fin de vie. Au stade où on en est aujourd'hui, le constat qu'on fait dans le projet, c'est qu'il y a une partie de ces coûts qui vont être temporaires, parce que l'adaptation, c'est aussi de l'innovation, on découvre des choses, on en teste. Si vous lisez l'étude de cas sur le littoral, vous verrez qu'il y a par exemple des solutions de géo-ingénierie qui ont été testées. Mettre des boudins géotextiles au fond de l'eau pour modifier les courants et limiter le risque d'érosion. Des solutions qui ont été plus ou moins validées, celle-ci par exemple est discutée au final, mais qui ont aussi généré des coûts inattendus, des coûts d'entretien par exemple. Et donc, c'est inhérent à toute démarche d'innovation et il faut l'anticiper. Et puis, il y a d'autres de ces coûts qui en fait vont être pérennes, parce qu'on est dans des situations où on aura moins d'économies d'échelle. On ne pourra pas concevoir un bâtiment de la même manière, on ne pourra plus concevoir un bâtiment de la même manière pour Marseille ou pour Lille. On ne pourra plus copier-coller des choses. Il faut adapter à chaque contexte climatique local, et donc ça, forcément, il y a moins d'économies d'échelle et possiblement une partie des coûts qui va perdurer. Alors, vous me direz, on focalise là sur les coûts, c'est la partie qui paraît négative de l'adaptation, alors qu'on sait et qu'il faut mettre en balance avec l'ensemble des bénéfices de l'adaptation. Et effectivement, il y a énormément d'études économiques. Vous pouvez regarder le projet Coach, par exemple, au niveau européen, qui montre qu'anticiper et s'adapter dès aujourd'hui, dans la plupart des situations, sera largement profitable dans le futur. Ne serait-ce que parce qu'il y a tous les coûts des impacts qu'on va éviter, les coûts des réparations, les coûts des dommages. Et donc tout ça, c'est largement bénéficiaire. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que l'adaptation a du mal à être déclenchée parce que déjà, il y a un décalage dans le temps. Les bénéfices viendront demain pour des coûts qui sont immédiats, voire même qui sont en amont des projets, donc qui ralentissent un peu les choses. Et puis, ceux qui vont bénéficier des bénéfices de l'adaptation ne sont pas forcément ceux qui sont en capacité de porter ces coûts aujourd'hui. Donc, on a ces problèmes très classiques d'économie environnementale et d'économie politique, de comment on pense des modèles économiques qui internalisent à la fois ces coûts et ces bénéfices. Et c'est vraiment tout l'enjeu, tout le défi tel qu'il se matérialise aujourd'hui sur chacun des cas et chacun des chantiers de l'adaptation. Je prends deux exemples pour finir. Le premier sur les questions d'économie de la construction. Je reprends le projet de Pierre-Mille-les-Îles. La volonté des porteurs du projet, c'est que ça ne soit pas un projet exceptionnel, que ça ne soit pas un projet avec des enveloppes surdimensionnées qui ne soient absolument pas reproductibles. Le but est de rentrer dans des coûts de la construction normaux. Sauf que, on l'a vu, il y a ces coûts amont qui ont été portés pour l'ingénierie, pour faire en sorte que le sujet soit bien intégré. Et puis, il y a des coûts de mise en œuvre. Les coûts directs, par exemple, il y a une partie des aménagements qui vont être faits de manière surélevée. Il y a beaucoup de végétalisation qui va être mise pour adapter le projet à la chaleur. Et puis, il y a un certain nombre de changements qu'implique la prise en compte de l'adaptation dans la conception même des bâtiments. Par exemple, de prévoir principalement des bâtiments traversants, plus faciles à aérer, de prévoir des plafonds plus hauts, plus faciles à ventiler. Tout ça, ça impacte l'équation économique du promoteur quand il conçoit son bâtiment et qu'il espère vendre tant de bâtiments, tant de logements à tel prix du mètre carré. Aujourd'hui, il y a assez peu de signal-prix. Il y a peu de gens qui sont prêts à payer pour des bâtiments qui seraient plus adaptés ou plus confortables en été. Et puis même si on avait, le but, ce n'est pas d'avoir l'adaptation comme quelque chose qui soit très exclusif et qui fasse monter le prix de la construction. Donc, le défi, c'est d'arriver à trouver les marges de manœuvre. Et le projet en est exactement là aujourd'hui, si vous discutez avec ces porteurs, pour trouver les solutions, pour trouver les interstices. Plusieurs pistes possibles. Vous pouvez essayer de dire finalement, là, on est sur des fondamentaux du projet, donc on va privilégier ça et puis peut-être faire des efforts sur d'autres aspects qui sont plus gadgets des projets.
Vous pouvez penser qu'il y a peut-être certains types d'acteurs qui vont être plus en capacité que d'autres d'apporter des éléments de réponse, par exemple des acteurs locaux du territoire qui vont être capables de mieux comprendre, mieux connaître a priori les spécificités, et donc de proposer des solutions de manière plus simple que des acteurs qui trouvent leur équilibre économique en répliquant des solutions standards, et donc peut-être de plutôt aller vers ces solutions-là. Ou alors d'arriver à intégrer dans le temps les coûts et les bénéfices, où finalement, si non seulement vous construisez le bâtiment, mais vous l'exploitez, vous le gérez, comme c'est le cas des bailleurs sociaux, peut-être que c'est plus facile pour vous d'accepter un léger surcoût initial parce que vous allez voir les bénéfices dans la durée de vie. Et donc peut-être de s'appuyer sur ce type d'acteurs-là. Voilà le genre de défi qu'on met en avant et auquel on est confronté. Deuxième exemple, le cas de l'économie de montagne du territoire des Vosges, où finalement, on est dans une situation dans laquelle le ski et le modèle des sports d'hiver avaient été trouvés un petit peu comme recette miracle pour répondre à une déprise industrielle et garder de l'activité sur le territoire. Aujourd'hui, à cause du changement climatique, de la diminution de l'enneigement et d'autres évolutions, il y a un consensus de plus en plus large, même s'il est parfois difficile à accepter, que ce modèle, on en voit le bout, et que donc, il faut arriver à trouver des alternatives. Sauf que ce qui est assez compliqué, c'est qu'il n'y a quasiment jamais d'alternatives d'autres recettes miracles, d'autres modèles prêt-à-porter qui conviendraient à tous les territoires. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que les solutions, elles se trouvent, elles se construisent, elles se composent situation par situation. Ça ne sera pas on met des pistes de luge d'été partout, ça ne fonctionnera pas. Par contre, c'est possible, avec un travail d'animation, avec un travail au plus près du terrain, de trouver des bouts de modèles économiques qui fonctionnent à des échelles qui sont toujours contingentes à modeler. Je prends un exemple. Il va pas falloir, par exemple, investir dans l'aménagement de parcours de randonnée et de sport d'été. Ça ne va pas forcément directement générer un flux de revenus pour le territoire, mais si c'est fait en bonne coordination avec un développement de l'offre hôtelière et avec d'autres activités, mais finalement, les visiteurs vont rester le week-end, vont aller dans des restaurants, vont profiter d'autres activités et petit à petit, comme ça, des modèles économiques très locaux, la NCT parle de micro-destinations, vont pouvoir être composés avec du tourisme et peut-être avec d'autres activités. Et donc, c'est vraiment toute la complexité du sujet de l'adaptation prise de manière non théorique, mais en rentrant dans des situations particulières. Et c'est de ça dont il faut tenir compte quand on veut financer de l'adaptation. Finalement, on le voit, et c'est tout le défi, c'est pour ça que ça a du mal à s'enclencher. C'est difficile d'aller vers des solutions généralisables où on peut annoncer qu'on va déployer X millions d'une solution qui va adapter toutes les villes de France. On est vraiment sur ce cas par cas à déployer. Ce n'est pas du tout que des solutions incrémentales d'ajustement. Il y a parfois des transformations. Transformer une économie de montagne, c'est fondamentalement quelque chose qui peut être assez radical en termes d'emploi, en termes d'aménagement, en termes de dynamique locale. Ce n'est donc pas qu'une question d'investissement. Et ça, c'est assez compliqué parce que pour des acteurs financiers, Morgane va y revenir, ce qu'on cherche, c'est des opportunités d'investissement avec des retours d'investissement, alors qu'il s'agit aussi d'arriver à mobiliser des ressources pour toutes ces dépenses qui sont plutôt du fonctionnement, de l'animation, de l'ingénierie, des ressources humaines. Les stratégies d'adaptation, c'est des stratégies qui sont composites. On le voit très bien sur le cas d'étude de l'eau, si vous le lisez. Il ne s'agit pas de faire un gros aménagement de stockage ou de faire uniquement une campagne de sensibilisation ou de développer des solutions fondées sur la nature. C'est tout ça pris ensemble avec les bons dosages qui va faire une stratégie d'adaptation cohérente. Et donc, ça veut dire que dans les dispositifs de financement, il faut arriver à articuler des choses de nature très différente. Et ça, c'est un vrai défi par rapport à ce qu'on sait financer de manière très standard aujourd'hui. Il s'agit aussi d'articuler des horizons de temps. Le littoral le montre bien. Ça peut avoir du sens de renforcer temporairement une protection à condition que dans le temps, cela veuille dire préparer une relocalisation de certaines activités, faire des provisions foncières, réserver des terrains. Et ça, ce n'est possible, ce n'est envisageable et acceptable pour les populations que si on les protège à court terme. Donc, il faut arriver à articuler ces horizons de temps dans des stratégies cohérentes. Et là aussi, quand on a beaucoup de financements qui sont annuels ou sur des périodes de 5 ans, ça pose un défi. Et on voit qu'aujourd'hui, l'enjeu du financement, il est posé
principalement par les démarches qui sont les plus avancées, qui se retrouvent confrontées à ces problèmes-là. Pour les démarches qui émergent, c'est surtout l'enjeu de mobilisation, d'animation, d'ingénierie qui se pose. Et au moment où on avance, au moment où on va le plus loin, on se rend compte que certains dispositifs qui aident à enclencher les dynamiques, par exemple des appels à projets, qui aident à expérimenter, ne vont plus être suffisants quand il s'agit de programmer de l'adaptation sur le long terme et puis surtout de la standardiser, de dépasser l'adaptation à un coût et de faire de l'adaptation systématisée. Donc, c'est le défi qui se pose aujourd'hui et pour lequel on montre qu'il y a notamment besoin d'intervention publique, même si l'intervention publique ne fera pas tout. Et là, je passe la parole à Morgane. Merci Vivien. Donc en effet, un message que l'on passe assez régulièrement, c'est le fait qu'il y aura nécessairement pour l'adaptation au changement climatique, que ce soit en France ou à l'international, besoin d'intervention publique. Je vais très rapidement donner des raisons à cette intervention publique, même si Vivien en a déjà parlé. On le voit aujourd'hui, au niveau macro, les études ne manquent pas pour montrer que les coûts de l'inaction sont largement supérieurs aux coûts de l'action et que du coup, au niveau macro, c'est économiquement pertinent de s'adapter au changement climatique. Et pourtant, malgré cette pertinence économique, les choses ne bougent pas ou bougent trop peu. Et Vivien a montré dans sa présentation un certain nombre des freins qui font que ça bouge trop peu. Et pour dépasser ces freins, au moins une partie de ces freins nécessiteront de l'intervention publique pour pouvoir être dépassés. Et par intervention publique, c'est vraiment tous les outils habituels de l'intervention publique qui doivent être mobilisés, à la fois côté régulation, normes, côté financement, côté incitation. Et on insiste sur deux besoins les plus urgents ou les plus importants d'intervention publique. C'est d'un côté le besoin d'intervention publique pour réaliser une coordination entre acteurs, puisque Vivien le montrait, c'est adapter les territoires au changement climatique nécessite une coordination très importante entre projets, entre démarches, pour qu'il n'y ait pas des actions ou de l'inaction de certains acteurs qui bloquent la capacité d'adaptation d'autres acteurs. Il y a besoin également de demandes de redevabilité exprimées par les pouvoirs publics, puisqu'on est sur des enjeux d'intérêt général, finalement, par l'adaptation au changement climatique. Il est important que les pouvoirs publics demandent aux acteurs des comptes sur leur prise en compte de ces enjeux d'adaptation au changement climatique. Et puis enfin, il y a certaines actions d'adaptation au changement climatique qui devront être prises directement en charge par les pouvoirs publics, puisque un modèle économique sans intervention publique semble ne pas être possible à trouver. Et notamment sur tout ce qui est moyen à mobiliser pour mettre en place un environnement propice à l'adaptation au changement climatique. Et tout ce qui concerne finalement l'intelligence nécessaire à mettre dans les projets pour appréhender ces enjeux d'adaptation au changement climatique. Je vais maintenant faire un focus sur des acteurs publics en particulier, que sont les institutions financières publiques. Ces enjeux d'adaptation au changement climatique sont un sujet pour les institutions financières publiques, parmi la responsabilité des acteurs publics de manière plus large. C'est une responsabilité pour les institutions financières publiques car c'est en phase et ça correspond à leur mandat, ça correspond à leur domaine d'intervention, que ce soit par rapport à l'aménagement du territoire, aux infrastructures, à la politique de la ville, etc. C'est également en phase avec leurs objectifs stratégiques et notamment les objectifs qui sont affichés par ces acteurs sur la lutte contre le changement climatique. Et puis, et peut-être surtout, ces institutions financières publiques ont un rôle historique et ont eu et continuent à avoir un rôle dans l'accompagnement des grandes transformations économiques et d'aménagement du territoire, que ce soit en France ou à l'international. Par ailleurs,
prendre en compte les enjeux d'adaptation au changement climatique constitue un intérêt stratégique pour ces institutions financières publiques. Un intérêt stratégique à la fois puisque on le voit, les demandes, même si de leur contrepartie, même si elles sont émergentes, s'accélèrent fortement, notamment venant des collectivités territoriales, mais aussi des entreprises. Et puis également parce que elles ont un devoir de ces institutions financières publiques de s'assurer de la performance économique de leur portefeuille sur le long terme. Et vu les horizons de temps à la fois investissement et prêt de leur portefeuille, ce portefeuille d'actifs sera directement impacté par le changement climatique. On parle notamment côté prêt de prêts de 30, voire allant jusqu'à 60 ans. Donc on voit qu'on est vraiment largement dans l'horizon de temps d'impact important des conséquences du changement climatique sur les contreparties de ces institutions. Et puis enfin, les institutions financières publiques ont des atouts pour prendre en charge cette responsabilité de l'adaptation au changement climatique. Comme je le disais, elles ont un portefeuille d'actifs financiers qui sont à long terme. Donc, c'est complètement possible pour elles de prendre en charge ces enjeux d'adaptation au changement climatique. Elles ont par ailleurs une expertise interne. Souvent, elles ont en leur sein des personnes, des services qui sont en charge de l'ingénierie, que ce soit l'ingénierie financière, mais aussi technique. Souvent, elles investissent dans des sociétés qui travaillent sur des questions d'aménagement du territoire, d'infrastructures, qui construisent des bâtiments, voire qui gèrent des parcs de bâtiments. Donc, elles bénéficient d'une large expertise interne qui est utile pour l'adaptation au changement climatique. Et puis, finalement, elles ont la capacité, et c'est leur rôle finalement, d'allier intérêt général et posture d'acteurs financiers avisés. Donc, pour toutes ces raisons, nous concluons au fait que les institutions financières publiques ont une responsabilité à jouer un rôle dans l'adaptation au changement climatique des territoires français, et puis qu'elles ont la capacité de le faire. Alors, pour ce faire et pour avancer sur ce sujet de l'adaptation au changement climatique, c'est vraiment l'ensemble des métiers des institutions financières publiques qui sont concernés et qui ont un rôle à jouer. Souvent, quand on parle de financement, que ce soit de l'adaptation ou sur d'autres enjeux, on a tendance à penser directement à la mise en place de nouveaux outils, de nouveaux instruments financiers, de nouvelles offres de financement. Mais c'est en général toujours le cas, mais en particulier le cas pour l'adaptation au changement climatique. Ce n'est pas juste une question d'offre de financement. La question de l'adaptation, de la prise en compte de l'adaptation au changement climatique et leur rôle dans cette adaptation dépasse vraiment largement cette offre de financement. Donc ce sujet doit bien entendu être pris en compte d'abord par la direction générale pour être mis en haut de l'agenda et que ça devienne un objectif et une des priorités de ces institutions financières. Ensuite, ce sujet doit être intégré et compris et discuté par les directions du réseau, les directions territoriales, ce qu'on appelle parfois les chargés d'affaires, donc ceux qui sont au contact des contreparties, des clients de ces institutions financières, pour questionner leurs contreparties sur les impacts du changement climatique sur leurs activités, sur les mesures qu'ils ont pu prendre ou qu'ils pensent prendre pour s'adapter au changement climatique. Voilà, c'est vraiment un rôle d'animation de leur contrepartie, du réseau d'acteurs territoriaux sur ces questions et de sensibilisation à ces questions d'enjeux climatiques par les directions des réseaux, les chargés d'affaires. Ensuite, et quand je dis ensuite, il n'y a pas forcément de chronologie là-dedans, mais en parallèle, il faut également intégrer ces questions d'adaptation au changement climatique dans l'offre des institutions financières publiques. Et comme le disait Vivian dans sa présentation,
une grosse partie de l'enjeu d'adaptation au changement climatique, ça va consister dans le fait de mettre de l'intelligence dans les projets, de réfléchir à ces questions d'impact du changement climatique et d'adaptation au moment de la conception des projets. Et donc, il y a un rôle très important de l'ingénierie que peuvent apporter les institutions financières publiques pour adapter les projets qui sont réalisés sur les territoires français aux impacts du changement climatique. Pour ce faire, ça va passer parfois développer des offres d'ingénierie dédiées à ces questions d'adaptation au changement climatique, mais aussi intégrer les enjeux d'adaptation au changement climatique dans les offres d'ingénierie habituelles de ces institutions. L'adaptation devra être également intégrée, prise en compte dans l'offre de financement par ces institutions financières. Donc, offre de financement que ce soit de l'investissement, donc du financement en fonds propres, ou que ce soit l'offre de financement en prêt ou en garantie. Il y a deux choses différentes à prendre en compte. Parfois, il s'agira de financer des projets d'adaptation, mais aussi, et peut-être, enfin même sûrement le plus souvent, il s'agira de questionner les projets qui sont réalisés pour d'autres raisons sur leur résilience aux impacts du changement climatique et les mesures d'adaptation qui sont prises dans le cadre de ces projets et par ces contreparties. Et puis, il peut y avoir aussi des missions spécifiques apportées par ces institutions financières, à la fois par des crédits spécifiques qui sont gérés par ces institutions financières et mis à disposition par l'État, comme dans le cadre, par exemple, du PIA, et puis un travail spécifique sur la consignation. Enfin, des derniers métiers qui sont concernés par ces enjeux du changement climatique, d'adaptation au changement climatique, c'est tout ce qui concerne la gestion d'actifs, la gestion des risques, pour s'assurer que le portefeuille d'actifs de ces institutions financières ne présente pas trop de risques liés aux impacts du changement climatique et que la performance économique de ce portefeuille ne sera pas trop impactée ou ne présentera pas de risques systémiques liés au changement climatique. Et pour faire tout ça, il y a 3 prérequis nécessaires à mettre en place par les institutions financières publiques. Le premier prérequis, il s'agit d'une montée en compétences internes, puisqu'on le voit, cette thématique doit être prise en compte de manière transversale aux institutions. Donc, il y a vraiment un enjeu de sensibilisation et de formation très large du personnel de ces institutions financières. Un besoin de développement d'outils, par exemple, pour être capable de repérer les projets qui sont particulièrement à enjeu d'impact du changement climatique et d'adaptation au changement climatique, et des outils qui facilitent le questionnement de ces contreparties par les chargés d'affaires. Et puis, enfin, un besoin de coordination avec les autres acteurs, et notamment les autres acteurs publics, qui viennent eux aussi sensibiliser les acteurs, animer les écosystèmes d'acteurs, et dont le rôle est également important. Puisque les institutions financières publiques ne pourront pas répondre seules à tous les besoins d'adaptation. Donc, un cadre politique public ambitieux sur l'adaptation au changement climatique sera nécessaire, et il sera nécessaire plus largement que pour les seules institutions financières publiques, que l'ensemble des acteurs publics prennent en compte ces enjeux-là. Donc, on a dressé tous les messages clés, rapidement, parce qu'on a beaucoup de rapports sur lesquels qui ont été réalisés dans le cadre de ce projet. Donc, on vous a dressé tous les messages clés de ce travail de 3 ans. Et si vous voulez aller plus loin sur ces sujets-là, sur les résultats de ce projet, vous avez toutes les publications qui sont disponibles sur notre site internet i4ce.org. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter et à nous contacter si vous avez des questions.
Et on va prendre très rapidement quelques questions s'il y en a. Je n'en vois pas pour l'instant sur le chat, mais n'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions. Le temps qu'une première question arrive, j'en profite pour dire que les travaux d'ICATCE sur le sujet vont continuer, où finalement avec ce projet-là, on a compris et on a décrit quels étaient qualitativement les besoins, de quel type de ressources il y a besoin, et notamment de voir qu'on ne pourra pas se poser que des questions d'investissement, il y a aussi d'autres dépenses à prendre en compte. Et dans la suite de nos travaux qui ont commencé à nouveau avec le soutien de l'ADEME, on va aussi se poser la question du combien. Quels sont les montants à mobiliser à différents niveaux si on veut être sérieux sur le sujet d'adaptation et d'essayer d'avoir des premiers ordres de grandeur quantifiés par chantier de l'adaptation. Alors, on a une question de Camille André. Morgane, tu peux y répondre? Donc, la question porte sur la définition, le périmètre des institutions financières publiques et donner quelques exemples. Alors, les institutions financières publiques, ce sont, pour simplifier, les institutions financières dont l'actionnariat est public, qu'il s'agisse d'un actionnariat de l'État ou de collectivités territoriales notamment. Et par exemple, en France, il y a bien entendu le groupe Caisse des dépôts et consignations, dont font partie la Banque des Territoires et la BPI et la SFIL, par exemple. On va aussi avoir l'Agence France Locale, par exemple. Voilà. Pour donner, il y en a d'autres, mais pour aller rapidement sur cette question. On a une autre question qui demande si, en termes d'ordre de grandeur économique, est-ce qu'on a connaissance d'études ou d'initiatives à l'échelle européenne? Je vais répondre en deux parties. Il existe beaucoup d'études qui sont des études un petit peu macro qui comparent les coûts et les bénéfices de l'adaptation, donc finalement les coûts de l'action avec des coûts de l'inaction. Et donc ça, il y a beaucoup de choses effectivement qui existent à l'échelle européenne, alors avec différentes approches, soit des approches qui vont être plutôt descendantes de modéliser à l'échelle d'un secteur les coûts et les bénéfices, ou des approches qui vont plutôt essayer d'agréger des retours d'expérience et des choses qu'on peut attendre. Donc sur ces aspects de coûts et bénéfices de l'adaptation, il y a notamment le projet Coach que je citais. Il y a également les études qui ont été faites dans le cadre de l'exercice PCTA4 coordonné par les institutions européennes. Et ensuite, sur vraiment le type de questions qui vont nous intéresser, nous, c'est-à-dire pas tant quels sont les coûts agrégés de l'adaptation à la fin du siècle, si on a tout bien fait par rapport à si on n'a rien fait, mais vraiment quelles sont les ressources à engager dès maintenant et pour les prochaines années pour accélérer sur ce sujet. C'est des choses où c'est un peu moins évident qu'il existe des données quantifiées et consolidées. Il y en a sectoriellement. Pour donner par exemple qu'un seul exemple, il y a sur la question des infrastructures, il y a des chiffres qui sont donnés par exemple sur le surcoût pour des infrastructures résilientes et adaptées quand on fait un projet de construction ou de modernisation. À l'échelle globale, ça serait de jusqu'à 3% de surcoût. Ce qu'on va essayer de faire dans la suite de nos travaux, c'est voir comment ce chiffre se matérialise et est-ce qu'il est pertinent ou pas pour le cas français. Voilà. Il existe des choses un peu sectorielles sur les coûts d'adaptation du littoral, par exemple, où là, il y a pas mal de choses en bibliographie de nos publications là-dessus. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Sinon, on a dépassé le temps, mais nous, on est là disponible pour continuer à discuter un petit peu s'il y en a qui veulent. Alors, il y a une question pour savoir si les collectivités elles-mêmes peuvent être considérées comme des institutions financières publiques. Morgane, je te laisse. En tant que telles, alors, bien entendu, l'État et les collectivités donnent des financements directement, mais on ne considère pas que ce sont des institutions financières en tant que telles, puisqu'elles n'ont pas... Voilà, on rentre dans du technique, mais grosso modo, ce n'est pas un rôle de prêteur ou d'investisseur en fonds propres avec une demande de retour économique sur la question. C'est d'autres types de financement. Et donc, pour faire simple, ce qu'on appelle une institution financière en France doit avoir l'agrément côté ACPR pour les banques et côté AMF pour tout ce qui est plutôt activité de marché. Voilà.
Mais ça ne veut pas dire que dans les financements que l'État ou les collectivités accordent à certains acteurs, elles ne doivent pas prendre en compte l'adaptation au changement climatique. Oui, bien entendu. Un gros enjeu de coordination de l'action des différents types de financeurs, institutions financières publiques, mais également sur ces sujets-là, on pense à des acteurs comme les agences de l'eau, par exemple, qui ont aussi un rôle. Et pour répondre à une autre question sur finalement qu'est-ce qui est déjà fait par quelles institutions, dans le dernier rapport que vous voyez à l'écran, on essaie justement de balayer comment aujourd'hui la question est posée. Et il existe un certain nombre de choses ou d'initiatives plutôt sectorielles ou thématiques. On ne va peut-être pas prendre le temps de toutes les exposer là, on risquerait d'en oublier, mais il y en a qui sont cités par exemple sur les questions de financement de l'ingénierie justement pour adapter les villes à la chaleur. Il y a d'autres sujets sur lesquels c'est justement d'autres types de financement et pas l'action des institutions financières publiques qui prédomine. Il y a aussi pas mal de choses à faire et dont s'inspirer de ce qui est fait ailleurs et dans d'autres périmètres. Ce qu'on a étudié dans ce projet, c'est la France métropolitaine. Les questions d'adaptation, elles existent depuis souvent plus longtemps. En tout cas, elles sont plus visibles dans d'autres contextes, par exemple dans les contextes de pays en développement. Et donc, par exemple, il y a des choses qui sont faites par l'Agence française de développement qu'on a aussi regardées, dont on parle aussi dans les rapports. Je pense qu'on peut peut-être arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer. Et puis, on vous remercie de vous être connecté ce matin et d'avoir suivi ce webinaire. Et on tiendra au courant de la suite des travaux d'i4C sur ces sujets. Merci Aude pour ton introduction. Merci à toutes et tous. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.